Bonjour à tous, bienvenue sur Caro Magic Books, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une deuxième vidéo bilan 2022. La semaine dernière je vous avais présenté plutôt mes coups de cœur en SFFF. Là je vais plutôt vous présenter mes coups de cœur en roman. Ouais, ça reste, voilà, c'est entre la littérature blanche et du policier on va dire. Mais avant toute chose, parce que je crois que je l'ai pas fait la dernière fois, je voulais remercier voilà, les personnes qui suivaient la chaîne. Voilà, je pensais pas dépasser les 100 personnes. Là, on est à plus de 160, donc je suis vraiment très contente. Donc, je remercie tous ceux qui écoutent mes élucubrations avec patience, voilà, qui écoutent mes vidéos. Ça fait plaisir. Alors, n'hésitez pas, je vous dis, à laisser un petit commentaire, même si c'est juste un petit cœur, un petit emoji. Voilà, comme ça, moi, je sais que vous êtes là. Ça fait plaisir. Et voilà, je voulais vous remercier parce que je m'étais dit, ouais, il n'y a pas beaucoup de monde. Est-ce que tu vas continuer? Parce que c'est vrai que ça prend du temps. Alors, est-ce que j'aurais continué si on avait été moins de 100? J'avoue que j'aime bien faire ces vidéos voilà, et parler de mes lectures, donc je pense que j'aurais quand même continué. Puis bah oui, voilà, on a dépassé, donc bon, je me dis, allez, cette année, on va essayer de dépasser les 200. Voilà, je ne mets pas de grandes ambitions, voilà, mais c'est, voilà, s'il y en a déjà des personnes qui suivent, ce serait super. N'hésitez pas non plus à mettre vos retours, voilà, ce que vous avez pensé de la chaîne voilà, pour l'année 2022, puisqu'elle a juste un an en fait. Voilà, vous me dire ce que vous en pensez, s'il y a peut-être des choses que vous voudriez voir changer un petit peu. Bon, pas la personne qui présente, hein, je suis désolée, je suis la seule, vous ne pourrez pas me remplacer, mais voilà, si vous avez voilà, des petites idées, des suggestions. Voilà, moi je m'étais demandé si j'allais pas faire un pour les prochaines vidéos. Alors je pourrais pas tout de suite parce que j'ai vraiment plein de livres à vous présenter, mais peut-être faire en même temps faire point lecture et réception, je sais pas trop. Parler cinéma aussi, je pense que ça intéresse aussi certains d'entre vous. C'est pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Séries, tout ça, donc voilà. En ce moment d'ailleurs, je suis en train de regarder en mode nostalgie Unjust Like That, hein, qui est la suite de Sex and the City. J'ai regardé le premier épisode. Bon, ça commence bien. J'avoue que j'étais à deux doigts de pleurer quand même. Voilà, j'ai commencé une autre série aussi sur Amazon Prime qui s'appelle Arctic Crimes. Qui est du polar nordique en fait, adapté en téléfilm où on retrouve la même héroïne policier. Et puis en ce moment, parce que je sais plus si je vous ai présenté ce livre, bon, je vais essayer de rien faire, oh là là, de ne rien laisser tomber et surtout de ne pas donner un coup dans le trépied. Je suis en train de lire Viaticum, je ne sais plus si je vous l'avais présenté, de Franck Sens. J'avais déjà lu de cet auteur Néandertal. J'y avais trouvé quelques longueurs, mais j'avais beaucoup aimé le propos de l'auteur. Voilà, on découvre en fait, ce sont des chercheurs qui découvrent un mammouth, et puis bien sûr il y a un laboratoire pharmaceutique qui va s'en mêler. D'ailleurs, c'est un truc qui est revenu dans deux livres que j'ai lus l'année dernière. C'est-à-dire la fonte du permafrost et le fait que ça pourrait réactiver d'anciens virus contre lesquels on n'est pas protégé. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait un petit peu peur quand même. Parce qu'il y a bien une fonte du permafrost, hein, puisque les archéologues découvrent plein de nouvelles choses, justement, que ce soit des tombes ou des vestiges archéologiques, mais voilà, parce que voilà, il y a une fonte glaciaire. Donc là, on va suivre à la fois une jeune femme du début du XVIIe siècle, qui guérit par les plantes. Donc évidemment, elle est jeune, elle est jolie, elle est seule. Voilà, donc elle a ça de passer sur le bûcher, vu l'époque. Et en même temps, on va suivre Héloïse qui vit en 2041. Donc c'est un peu futuriste. Le Viaticum, c'est un médicament en fait. Voilà, enfin, j'aurais beaucoup de choses à lire sur ce livre. J'ai pas fini, mais il se lit très bien. J'avais un peu peur parce qu'il est assez costaud, mais en fait, il se lit très très bien. Voilà, on voit sa vision du futur et il y a des choses, on se dit oui, ça pourrait être comme ça, c'est vrai, c'est voilà. Donc voilà, une bonne lecture bien démarrée. Alors sinon, pour les lectures coup de cœur, en fait, j'ai fait beaucoup de découvertes de lecteurs en 2022 sans que ce soit forcément des coups de cœur, mais des lectures qui m'ont marqué.
des auteurs que je voulais lire depuis un moment, que j'ai enfin réussi à lire. J'ai réussi à mettre aussi quelques lectures personnelles, notamment sur une série, et donc voilà, je suis contente. Mais là, par contre, on est plus dans de la découverte de nouveaux auteurs. Alors, le premier, c'est Un long si long après-midi de Inga Vesper aux éditions de La Martinière. En fait, on va suivre, parce que j'ai oublié les noms depuis, Joyce. On est dans les années 50. Joyce est une femme blanche d'un milieu aisé. Donc, vous voyez un peu les années 50. Voilà, elle est au foyer, on la cantonne au foyer. Elle doit s'occuper voilà, de. Je ne sais plus si elle a un ou deux enfants. Elle a une fille. Oui, ça, elle a une fille. Elle a une fille, puis son mari passe sa journée au boulot. Donc voilà, c'est un peu comme voilà, les années 50. Alors c'est vu comme des années effectivement où il y avait un boom économique et à ce niveau-là c'était bien, mais en même temps c'est l'époque où les femmes, vous aviez le petit manuel de la parfaite ménagère de maison, quoi, voilà, où il fallait qu'elle soit resplendissante quand son mari parlait de boulot, qu'elle ne parle pas de ses problèmes à elle, qu'elle lui serve un verre en arrivant, enfin voilà. C'est vraiment, on est vraiment dans cette configuration-là et Joyce disparaît. C'est la femme de ménage qui va se rendre compte de sa disparition, parce qu'elle arrive, il n'y a plus personne dans la maison, il y a des traces de sang, sa petite fille est toute seule. Et puis, bah, pas de peau pour cette femme de ménage, puisqu'elle est afro-américaine, donc évidemment, les soupçons se portent sur elle. Et là, j'ai trouvé qu'on avait, je ne sais plus comment elle s'appelle, Ruby, voilà. C'est une très jeune femme, hein. Elle voudrait faire des études. On est en 1959, oui, la date est notée, donc on est à l'aube des années 60. Donc il y a quand même déjà tout un mouvement de la part des Afro-Américains pour faire reconnaître leurs droits civiques. C'est très compliqué, hein, évidemment, vous le savez, hein, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais voilà, ça reste très compliqué. Donc c'est intéressant parce qu'on suit voilà, ces deux femmes, Joyce qui s'ennuie dans sa vie, et en fait elle disparaît, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur cette femme, et il y a vraiment des découvertes qui vont être faites sur la fin auxquelles je ne m'attendais pas. Et en même temps, on suit Ruby, qui est une jeune femme noire qui voudrait faire des études. Donc c'est pour ça qu'elle travaille, elle est en fait femme de ménage, garde d'enfants pour plusieurs femmes de ce quartier de blancs riches. Et elle se mêle pas trop du combat des Afro-Américains, mais quelque part si elle le fait, puisque c'est une jeune femme noire, mais elle veut pas rester enfermée dans son appartement avec sa famille. Elle veut faire des études. Elle veut faire quelque chose de sa vie. Et pour cette époque-là, déjà pour une femme, c'était pas évident. Alors pour une femme noire, c'est encore pire. Il y a d'ailleurs un moment où son quartier va s'embraser et tout. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Elle va être en fait, donc évidemment, ça va être la première suspecte. Heureusement, il y a un policier qui arrive dans l'histoire qui est pas trop mal dégrossi, qui lui vient de Détroit, donc qui a l'habitude de fréquenter des Afro-Américains et qui sait qu'il ne faut pas leur coller des étiquettes racistes, les prendre pour des voyous, parce juste pour leur couleur de peau. Voilà, il est un peu moins. Par contre, il a fait une bavure policière, donc c'est pour ça qu'il se retrouve muté dans une petite ville. Et lui, il va faire confiance à Ruby. Il va se dire, c'est elle la première témoin, c'est elle qui a trouvé la maison sans dessus-dessous, la petite fille toute seule. Donc, et en fait, il s'allie avec elle pour retrouver, savoir ce qui est arrivé à Joyce. Donc voilà, on retrouve un peu toutes les mesquineries aussi, voilà, les jalousies des autres femmes du quartier. Il y a un beau personnage de femme d'un certain âge qui est une femme libre. Alors, elle ne s'est jamais mariée, alors elle inspire un peu la pitié, mais en même temps, elle inspire le respect parce qu'elle s'est faite toute seule. Hein, tout ce qu'elle a, elle l'a fait à force de travail. Et je trouve que c'est un beau personnage aussi. Et voilà, j'aimais bien parce que ça mélange suspense et ça mélange en même temps changement dans la société, que ce soit la libération des femmes ou que ce soit les droits civiques des Afro-Américains. Donc c'est vraiment, moi franchement, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, qui l'ont trouvé long. Moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu très rapidement, j'étais vraiment prise dans l'intrigue. Voilà, le final est... Je ne m'attendais pas à ce final parce qu'en fait Joyce, elle cache des choses. Et voilà, et ce personnage de Ruby, il est tout simplement magnifique, quoi. C'est cette jeune afro-américaine qui refuse les dictats et qui veut faire ce qu'elle veut de sa vie. Et c'est même contre la vie de sa propre famille et de son petit ami. Donc c'est vraiment, ça a été vraiment un coup de cœur de cette année. Dans les autres coups de cœur, alors celui-là,
Il a gagné un prix, d'ailleurs, je ne sais plus lequel, et il est en lice pour un autre prix dans le roman policier. C'est Terra Nullius de Victor Gilbert, c'est aux éditions Hugo Thriller. Alors c'est un tome, enfin, il y a un tome 1 où on retrouve les mêmes flics en fait. Mais ils peuvent se lire indépendamment. J'ai pas encore lu le tome 1, mais j'ai lu le tome 2 sans que ça spoil le premier tome. J'ai beaucoup aimé le personnage de Hugo Bollorène, qui est le flic, qui est voilà, c'est quelqu'un d'assez atypique. Voilà, il a des personnages très atypiques, donc qui sont très marquants. Lui, il a un truc, c'est ce qu'il appelle sa bille. Alors sa bille, c'est ce qui lui permet, en fait, elle se balade dans son cerveau. Et lui, il l'imagine se balader dans son cerveau. Et elle regroupe les éléments pour qu'il réussisse à résoudre son enquête. Elle pioche à droite, à gauche des petits éléments. Puis en même temps, il n'arrive pas à la contrôler. Elle part dans tous les sens. Et il a besoin de la contrôler pour réunir tous les éléments pour trouver qui est l'assassin. Voilà, ça en fait un flic atypique, ceux qui vont enquêter avec lui aussi. Et puis là, on va se retrouver avec Terra Nullius, tout simplement parce qu'on se retrouve dans une décharge qui est entre la frontière belge et la frontière du nord de la France. Donc moi, ça me marque parce que je suis du nord de la France, où se sont réfugiés, alors aussi bien des immigrés que des marginaux voilà, français ou belges. Donc il y a tout un trafic dedans, évidemment. Et puis ce qui est terrible, c'est qu'on va assister dès les premières pages à la disparition d'un enfant. Or, cet enfant, Hugo Bollorène va vite s'en rendre compte, cet enfant était beaucoup apprécié dans la Terra Nullius. C'était un petit rayon de soleil. Enfin, je crois qu'il a quand même 11 ou 12 ans. C'est plus un petit garçon non plus, mais voilà. Donc ce personnage de petit garçon, il est super attachant, voilà. Et même les personnages secondaires, vous savez, mais voilà, une galerie de portraits, enfin, ils sont marquants. Celle qui est la chef du secteur, voilà, qui est une marginale, qui s'est retirée de la société française, qui règne là. Puis après, il y a d'autres personnages qu'on pensait peut-être plus effacés, mais tout compte fait, ils ont un rôle plus important à jouer. C'est vraiment, franchement, je ne sais plus quel prix il a gagné, mais c'était franchement mérité. C'est très prenant. Moi, j'aime beaucoup ce genre. Ça m'a fait penser par moments au roman de Fred Vargas avec l'équipe du commissaire Adamsberg, où ils sont tous comme ça. C'est des gens, voilà, comme vous et moi, qu'on peut rencontrer tous les jours, qui n'ont rien de particulier. Et en fait, ils ont une façon de penser, de réfléchir qui est très particulière. Et ça leur permet de résoudre leur enquête. Et justement, comme ils se fondent dans la masse, on ne fait pas trop attention à eux. Et paf, jusqu'au jour où ils arrivent à résoudre l'enquête et voilà, et à mettre les agresseurs ou les assassins devant leur crime. Vraiment, voilà, donc j'ai acheté le tome 1, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais franchement, j'ai rencontré l'auteur d'ailleurs lors d'un salon du livre. Il vit à New York, il est français, mais il vit à New York. Alors il revient de temps en temps faire des dédicaces et des salons. Il est très sympa. Voilà, du coup j'ai une dédicace, je crois, sur ce livre-là, parce que j'ai pas dû acheter le premier tome. Ouais, voilà, donc j'ai une dédicace sur celui-ci. Et franchement, c'est une très très belle découverte. Moi, je vous conseille de... Alors le premier, je sais plus comment il s'appelle. Douve. Mais franchement, alors ça se passe pas toujours dans le nord de la France, hein. Hugo Bollorène est flic à Paris. Là, en fait, il se rend dans le nord de la France pour voir des professeurs car sa mère a la maladie d'Alzheimer, en plus il y a ça, et sa mère est une femme très connue puisqu'elle était journaliste, je crois. C'est journaliste, il me semble, enfin journaliste mais humanitaire, donc c'est-à-dire qu'elle allait sur le front pour défendre les plus démunis, que ce soit en France ou à l'étranger, donc c'est une personnalité très connue. Et malheureusement, elle est atteinte par la maladie d'Alzheimer, donc en plus, il est obligé de régler ce problème personnel hein, qui doit être loin d'être facile. J'ai personne dans ma famille qui, voilà, je touche du bois, qui est atteint par cette maladie, mais je me dis que ça doit être terrible, quoi, de perdre la mémoire, de ne plus se souvenir des gens qu'on aime. Enfin, et pour l'entourage, ça doit être assez terrible. Donc il a, voilà, c'est en plus ça à gérer, donc... Voilà, ça en fait un personnage, ce personnage de Hugo Bollorène est vraiment très attachant et même les personnages secondaires sont super bien croqués. Enfin, voilà, c'est une pépite. Ce roman est une pépite. Franchement, voilà.
Je vous le conseille. Et je veux dire, c'est un roman policier, mais il y a pas d'effusion de violence, de sang. Alors évidemment, ils vivent dans un endroit qui est pourri, hein, faut dire, comme avec ses lois, ses règles, et c'est un peu la loi du plus fort qui règne. Mais voilà, il n'y a pas de violence, il y a pas de, on retrouve pas des cadavres voilà, comme d'autres livres ou voilà, ensanglantés ou mis en scène. C'est vraiment, c'est plus sur voilà, sur les personnages, sur la façon dont ils interagissent entre eux, leurs réactions. Il y a des scènes très drôles aussi, voilà, il y a énormément d'humour et de second degré. Et voilà, je vous dis, c'est une pépite. Découvrez Victor Guibert, c'est vraiment, voilà, c'est un auteur à découvrir. Alors, pareil, toujours pour rester dans le policier, j'ai un coup de cœur pour Souviens-toi de Sarah de Paige Comment aux éditions M+. C'est un gros livre mais qui se lit super bien. Alors Paige Comment, c'est un pseudonyme, ça a été écrit en fait par un duo d'auteurs. Et ensuite on va suivre Diane qui est éditrice au Royaume-Uni, en Angleterre plus précisément. Et elle va tomber sur un manuscrit où une certaine Sarah raconte sa vie. Alors, ce qui est, si vous voulez, nous, tout au long du livre, on va avoir des morceaux du manuscrit de Sarah, mais on n'a pas tout. Alors que Jeanne, elle, a tout lu, donc elle connaît toute l'histoire. Alors, on se dit, mais pourquoi elle fait ça? Alors, ça crée encore plus de suspense et d'envie d'en savoir davantage, parce que elle a lu tout le manuscrit, donc elle sait ce qui est arrivé à Sarah, elle sait ce qu'a fait Sarah, parce que Sarah elle-même s'accuse dans ce livre d'avoir d'avoir commis des actes répréhensibles, illégaux. Alors ça épaissit le mystère. On se demande mais qui est cette mystérieuse et Sarah et Jan en fait va se lancer sur la piste de Sarah parce qu'elle se dit est-ce que Sarah a vraiment existé? Est-ce que c'est un faux manuscrit voilà qui a été écrit pour faire vendre? Si c'est vrai, ça veut dire que voilà, ça veut dire que Sarah a été confrontée à des personnes peu recommandables et elle-même, Jeanne, va mettre sa vie en danger en se retrouvant mêlée à des histoires pas très nettes, à un passé qui fait d'ailleurs, alors c'est fictif, mais ça fait référence à des choses qui ont vraiment existé. Notamment, il y a plusieurs années de ça, en Irlande, ont été découverts des tombes avec des cadavres d'enfants, de bébés. Je ne sais pas si vous avez vu le film The Magdalene Sisters. En fait, on mettait dans des institutions les filles mères, hein, celles qui avaient des enfants très jeunes, qui avaient des enfants hors mariage. Et, Magdalene Sisters, c'est ça, hein, c'est les sœurs de Magdalene. Et elles se retrouvaient, c'est tenu par des bonnes sœurs qui ne méritaient sûrement pas le nom de bonnes parce que c'était une horreur. Voilà, elle traitait ces jeunes filles mais vraiment très mal. Et là, on parle en fait, on parle de ce scandale. Alors, Sarah n'y est pas. Elle manque de se retrouver parce qu'elle se retrouve enceinte. Elle manque de se retrouver dans ce centre qui existe en Irlande. Heureusement, elle n'y va pas, mais celui dans lequel elle va n'est pas mieux. C'est-à-dire que, en fait, ça a fait scandale, hein. Je crois que ça a été découvert fin des années 90 ou début 2000. Ça a fait scandale parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les jeunes femmes étaient maltraitées, on les faisait bosser comme des ânes, hein. Là, Sarah, par exemple, elle bosse à la blanchisserie, mais elles font des heures et des heures, elles ont quasiment rien pour se couvrir, elles ont froid, elles ont quasiment rien à manger, puis elles sont traitées comme des moins que rien parce qu'elles se sont retrouvées enceintes. On s'en fiche de savoir comment, hein. C'est-à-dire, il y a bien un père qui se balade quelque part, ça peut des fois être le fruit d'un viol, c'est pas grave, c'est la faute de la femme. Donc, donc en Irlande, ce fait réel, voilà, on a retrouvé des cadavres d'enfants, puisque quand les enfants naissaient, les sœurs ne s'en occupaient pas. Elles les laissaient vivre. Alors, il y en a qui ont réussi à vivre un petit peu plus vieux, mais voilà, qui ont fini par être rattrapés par la maladie, les mauvais soins, la malnutrition, et ça a fait scandale parce qu'ils ont découvert voilà, des cadavres d'enfants. Mais c'est horrible, je veux dire, c'est pas vieux, quoi. Ça datait des années 50-60. Là, Sarah, son histoire commence, je crois, au tout début des années 60. En fait, oui, c'est ça, en 65. Elle raconte un peu sa vie. En fait, elle se retrouve sans... Son père décède, sa mère se retrouve seule. Elle va aller avec un gars qui va la mettre enceinte, mais qui va se retrouver en prison. Ensuite, elle va être séduite. Enfin, voilà. Elle a tout un parcours, cette Sarah, voilà, et en même temps, il y a l'enquête de Jan.
Elle va rencontrer des personnages aussi qui sont pareils. J'ai beaucoup aimé des personnages secondaires, notamment un ancien criminel, mais voilà, pas le criminel méchant, quoi. Et puis une ancienne prostituée. Mais c'est vraiment, c'est des personnages super attachants. Et Sarah, on se dit, mais est-ce qu'il y a une part de fiction dans ce qu'elle raconte ou est-ce que c'est vrai? Puis à la fin, j'ai eu quelques petits doutes. Il y a des petites choses qui m'ont, voilà. Et je me suis dit, est-ce que ma théorie va se vérifier à la fin? Voilà, voilà, donc vous avez, voilà, il y a des moments de suspense parce qu'on se demande ce qui va arriver à Sarah. Ça s'arrête d'un seul coup, on passe à Jan. On se dit, mais Sarah, on l'a laissée là en pleine nature, en plein danger. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette pauvre fille? Voilà, donc c'est très dur parce que ça restitue une époque qui était dure pour les femmes et pour les femmes qui tombaient enceintes hors mariage. Et puis vous avez voilà, cette double enquête et c'était vraiment passionnant. Vous voyez, le livre est costaud mais il se lit, franchement, vous mettez le nez dedans, vous n'arrivez plus à l'enlever en fait du livre. C'est voilà, enfin bravo aux éditions M+, hein, c'est pas une grosse maison d'édition, même si je pense qu'elle commence quand même à être de plus en plus connue. En tout cas, moi j'ai lu plusieurs de leurs livres l'année dernière et voilà, j'en ai plusieurs que j'ai beaucoup aimé et celui-ci est vraiment, voilà, ça a été un coup de cœur. Voilà, je vous le conseille, il reste abordable à 19 euros. Quand on voit le prix des livres maintenant, je sais que les grosses maisons d'édition sont passées à des 23-25 euros pour leurs livres, ça fait un peu mal quand même, hein. Donc voilà, donc les petites maisons d'édition restent plus abordables. Voilà, mais vraiment un très beau livre. Sinon, j'ai pas eu le temps de vous en parler la dernière fois. On va retourner dans la SFFF, mais j'ai pas eu le temps de parler de tous mes romans SFFF que j'ai lus. Il s'agit de Feu et sang de George R.R. Martin chez Pygmalion. Alors pour ceux qui suivent la série House of the Dragons, moi je la suis pas, j'ai pas Netflix ni OCS. Parce que je crois que ça passe sur les deux, enfin peu importe, mais j'ai ni l'un ni l'autre. En fait, le livre se découpe en deux parties et c'est la deuxième partie du livre. C'est la danse des dragons, pour ceux qui regardent la série. Alors c'est un magnifique objet livre. Voilà, vous avez un signet, vous avez des illustrations. Enfin, alors par contre, il fait quasiment 1000 pages, hein, c'est un beau bébé. Mais en même temps, moi je l'ai lu, j'ai vraiment adoré ma lecture. Vous voyez, c'est vraiment des superbes illustrations. Et ils ont ressorti en grand format. Alors vous pouvez le trouver Feu et sang chez le livre de poche aussi. Il est à 18 euros, je crois, parce qu'il est gros quand même, hein, là, il fait quasiment 1000 pages en grand format, donc je ne sais pas combien il fait en poche, mais il est plus abordable du coup. Et ils ont aussi ressorti chez Pygmalion Game of Thrones dans de belles éditions comme ça. Bon, moi, j'ai pas racheté les intégrales, je les ai déjà au livre de poche, mais franchement, ça donnerait presque envie, quoi, tellement c'est beau. J'ai beaucoup aimé. Alors après, je le conseillerais peut-être pas à des gens qui n'ont jamais lu d'Heroic Fantasy, parce qu'en fait, George R.R. Martin fait ça sous le biais de chroniques. En fait, il dit au début qu'il a retranscrit les chroniques. Pour ceux qui suivent Game of Thrones, il y a plein de références à Game of Thrones. Ça se passe 300 ans avant Game of Thrones. Il reprend les chroniques des grands maîtres. En fait, c'était les érudits de Westeros, hein, du royaume de Game of Thrones. Et il reprend donc ça a un côté un petit peu chronique. J'avais peur du coup que ce soit un peu froid, un peu ennuyeux, mais pas du tout parce que. Alors je pense que c'est parce que aussi j'ai vu et lu Game of Thrones. Ça a peut-être pas autant passionné les gens qui n'ont pas lu ou qui n'ont pas vu non plus House of the Dragons. Je pense que c'est peut-être bien d'avoir lu au moins Game of Thrones, qui pour le coup est a moins ce style chronique, mais plus voilà dans l'émotion des personnages, plus une histoire voilà peut-être plus vif dans le récit, même si là il y a énormément de choses qui se passent. Voilà, je vous dis, il adapte ça comme des chroniques. Bon, moi j'ai adoré les références à Game of Thrones. Ça explique certaines choses qui se passent dans Game of Thrones. Alors on commence en fait l'histoire avec Aegon Targaryen. Et ces deux sœurs qui vont... il va devenir le premier roi des 7 couronnes, le premier roi de Westeros qui va régner sur les 7 couronnes, donc à coup de guerre. Et puis évidemment, ils ont un avantage phénoménal, c'est qu'ils ont des dragons. Donc ils ont même un endroit qui s'appelle Père Dragon, qu'on voit aussi dans Game of Thrones, où ils élèvent, où il y a beaucoup de dragons qui naissent. Et on va voir petit à petit, parce que ça va se dérouler sur... je crois que l'histoire se termine un peu plus de 100 ans avant... Ça commence 300 ans avant Game of Thrones, et ça doit se terminer un peu plus de
130 ou 150 ans avant Game of Thrones. Donc on va suivre la dynastie des Targaryens. Alors la première partie, heureusement il y a une généalogie au bout, parce que la deuxième partie, il y a énormément de personnages. Il y a un tel qui s'est marié avec, voilà, avec d'autres maisons. Il y a les Baratheon d'ailleurs qui jouent un rôle très important, surtout dans la seconde partie. On voit un peu les Stark, mais pas trop. Ils passent un peu pour des brutes épaisses. Hein. De toute façon, c'est les gars du Nord, brutes de décoffrage. On voit surtout les Baratheon, et quand on sait aussi le rôle que va jouer Robert Baratheon dans Game of Thrones, voilà, enfin, ça fait sourire. Je pense, on sait pourquoi Daenerys Targaryen dans Game of Thrones récupère des œufs de dragon. Parce qu'on va comprendre aussi pourquoi il y a un déclin des dragons. Il y a plusieurs raisons qui expliquent parce que quand on commande Game of Thrones, les dragons n'existent plus. Et en plus, il montre à un moment dans la série, on voit des dragons, les mâchoires d'un dragon, enfin immenses. Et plus ça va, plus les dragons étaient petits. Et on voit ça aussi, on voit des dragons naître qui ne survivent pas ou qui sont plus petits. Et on comprend pourquoi. Alors bien sûr, on sait aussi par Game of Thrones que les Targaryens se mariaient aussi entre eux. Ce qui complique aussi pour savoir, parce qu'ils se mariaient entre frères et sœurs, mais aussi entre oncles et nièces, ou neveux et tantes. Donc il y a un moment, faut s'accrocher. Mais c'est super passionnant. Et voilà, donc ça a expliqué la folie, effectivement, du dernier Targaryen qui a régné dans Game of Thrones. Parce que finalement les mariages consanguins, même si c'était dans leur, eux c'est dans leur, ça déclenche une guerre d'ailleurs, le fait qu'ils se marient entre frères et sœurs au début, mais eux c'est dans leur mœurs, ça a toujours été dans leur façon de vivre. Mais évidemment il y a les mariages consanguins, mais il n'y a pas que ça qui explique la fin des Targaryens et la fin des dragons. Il y a d'autres événements, voilà. Je pense à un personnage, je ne sais pas si je vais retrouver son nom, parce qu'en plus des fois il porte le nom de l'ancêtre. Et c'est triste, parce qu'en fait, c'est des enfants qui, voilà, ils ont vu des choses horribles quand ils étaient enfants, et on comprend pourquoi, voilà, ils vont être touchés par cette espèce de mélancolie aussi. Alors, dans Game of Thrones, il était fou, hein, le Targaryen qui a été détrôné. Il était temps qu'il le tue, parce que c'était un vrai malade. Mais bon, toute sa famille n'était pas folle et n'était pas. Enfin voilà, il y a des meurtres d'enfants et tout, c'est abominable. Et là-dedans, c'est très dur aussi. Hein, je veux dire, on laisse pas de survivants derrière soi, parce que voilà, c'est des enfants et on laisse pas les. Voilà, parce qu'ils pourraient revenir se venger, et c'est très très dur. Et on comprend pourquoi il y a eu ce déclin. C'est pas seulement à cause des mariages consanguins, mais à cause de d'autres raisons. Et on comprend aussi pourquoi les dragons disparaissent. Donc c'est vraiment, voilà, si vous avez, je vous dis, si vous n'êtes pas fan d'Heroic Fantasy, si vous n'avez pas vu Game of Thrones, ça va peut-être pas vous accrocher. Par contre, pour ceux qui ont adoré Game of Thrones, ou qui sont en train de regarder House of the Dragons, enfin, plongez-vous vite dedans. En plus, je vous dis, House of the Dragon, en fait, c'est que la seconde partie du livre, c'est pas la première. Donc il y a quand même 1000 pages, donc il y a 500 pages, et puis c'est passionnant, c'est passionnant. Si j'ai encore le temps, je vais vous parler aussi de lecture personnelle que j'ai faite, que j'ai reprise, qui est la série des inspecteurs Armand Gamache, écrit par Louise Pliny aux éditions Actes Noir. Alors ça, c'est pas ceux que j'ai lus, parce que ceux que j'ai lus, j'en ai lu 3. On retrouve voilà, la même série de la même équipe de policiers. Ça fait partie de mes lectures personnelles. J'en ai lu 3, mais voilà, ils appartenaient à une médiathèque partenaire, et il fallait que je les rende. Donc, je n'allais pas les garder en disant non, je veux que je les garde pour. Voilà, donc j'en ai lu. C'est une série que j'ai commencé il y a plusieurs années, que j'adore. J'adore les personnages, j'adore la façon qu'a d'écrire Louise Pini. J'adore cette façon qu'elle a de poser des personnages. C'est pareil, qui sont des gens assez normaux. Et qu'on te fait, il se passe des choses horribles. Il y a beaucoup de. L'action se passe souvent dans le même village ou autour du même village, un petit village québécois. Et les personnages sont hyper attachants, et malgré tout, il se passe des choses assez horribles. Donc, ça, c'est un de ceux que j'ai chez moi. Mais sinon, qui est un peu tordu d'ailleurs, je n'ai pas dû poser bien droit. Sinon, les derniers que j'ai lus, c'est La faille en toute chose, Un long retour et. La nature de la bête. Et voilà, j'ai toujours des coups de cœur j'adore cette série. Voilà, alors il n'y a pas d'effusion de sang à tout va. Il y a un fil conducteur concernant Armand Gamache, qui est inspecteur, comment on dit au Québec? Inspecteur-chef. Il est inspecteur-chef de la Sûreté du Québec. Et c'est vraiment des personnages, mais ils sont super attachants. Moi, à chaque fois, je me fais balader, je me dis ah ouais, mais je suis sûre qu'à la fin, c'est ça et ça. Et à chaque fois, je me fais balader, je me fais avoir à la fin. Pourtant, Dieu seul sait si je lis depuis des années et j'en ai lu des romans policiers. Chaque fois, je me fais avoir.
Voilà, c'est vraiment... elle fait pas dans le grandiloquent, mais en même temps, il y a souvent un jeu passé-présent en plus, donc c'est hyper prenant. Enfin, moi, j'adore cette série, quoi. Là, j'en ai un de retard. Qui est sorti, c'est un outrage mortel que j'ai pas encore lu. Je pense pas qu'elle en ait réécrit. Elle a écrit un livre il y a pas très longtemps avec Hillary Clinton. Je crois que c'est une fiction, mais du coup ça, bon moi je veux pas de trucs trop politiques, donc je m'y suis pas lancée, puis je voudrais finir les Armand Gamache avant. Donc ça voilà, c'est une des rares, voilà, j'ai lu 3 lectures personnelles dans mon année, ça a été parmi ces, vous voyez, bon, j'en ai peut-être lu plus, mais voilà. Et je voulais vous en reparler parce que vraiment c'est une très belle série. Bon, ils sont sortis en poche, hein, donc vous pouvez les trouver parce que Actes Sud, Actes Noir, voilà, celui-là il a 23 euros. Je pense que maintenant ils sont passés à 25 ou 26 euros. Mais ils sont en poche maintenant, donc c'est un petit peu plus abordable. Donc voilà pour mes coups de cœur de l'année 2022. Moi je vous dis, je ne fais pas trop de résolutions. J'aimerais voilà, revenir un peu à des lectures perso, mais on verra. Je ne mets pas la rate au courbouillon. On verra. Là, voilà, ce que je vais faire là bientôt, c'est me plonger encore plus dans le prix de l'imaginaire pour lire un maximum de livres. Et je suis super contente de ça. Donc voilà, voilà c'est des beaux projets qui se dessinent et j'en suis super heureuse. Je ne sais pas si je vais vous faire, je sais qu'il y a beaucoup de booktubeurs qui ont fait des vidéos avec 12 ou 22 livres ou 23 livres à lire dans l'année. Moi, je sens que c'est le genre de truc que j'ai pas réussi à respecter. Je pense pas que j'ai le faire. En plus, j'ai encore plein de points lecture à vous faire. J'ai encore plein de livres à vous présenter. Donc voilà, je verrai en allant comment ça se passe. On verra. Voilà, je m'impose pas trop de choses non plus. Voilà, faut que ça reste du plaisir. Mais je vous dis, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, s'il y a des livres que vous avez lus, si vous voulez en savoir un petit peu plus davantage sur certaines lectures que je vous ai présentées. Voilà, comme je veux dire, que ce soit là-dedans où il y a des scènes assez difficiles. Voilà, donc ça peut, voilà, parce qu'on parle d'une jeune femme, parce que l'autre, c'est, voilà, il y a des gamins qui sont embringués dans l'histoire. Même là, voilà, on est dans un... Voilà, si vous voulez en savoir davantage, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre un petit commentaire ou m'adresser un message par... Alors, j'ai pas de mail consacré à mon activité de chroniqueuse, mais vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom aussi Caro Magic Books, et vous pouvez voir aussi mes chroniques de livres. Donc voilà, donc alors je ne sais pas si je referai une vidéo avec mes belles découvertes de cette année, parce que là, ça n'a pas été des coups de cœur, mais ça a été des belles découvertes. Je ne sais pas, je verrai selon le temps et selon comment je m'organise. Voilà, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Je vous laisse ici pour cette fois-ci. Et puis, je vous souhaite de belles aventures livresques. Bye bye!